Et bienvenue sur la chaîne Children of the Sabbath, puisque plus que des enfants de la tombe ou de la mer, nous sommes avant tout des enfants de Sabbath. I really like Black Sabbath. That was really cool. They have Ozzy Osbourne. They have a great guitar person. Sorry, I don't know your name. There's like some really good drum parts. Pretty awesome. et des enfants de la charité, donc, comme nous allons le voir dans cet épisode consacré à un des événements les plus importants de la décennie 80 en matière de musique, qui est le Live Aid, donc du 13 juillet 85, qui a donc vu une très éphémère reformation de Black Sabbath, mais dont on voulait parler. Bien sûr, pour tout ça, je suis accompagné de mon éternel co-host, comme disent les Américains, le docteur Gabriel Rodon. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va bien, surtout qu'on est revenus ensemble du Courts of Chaos, où nous avons passé trois jours magnifiques, et c'était vraiment agréable d'y être pour la seconde année en ta compagnie. Bah ouais, j'ai vu, on a fait on a enregistré quelques vidéos là qui sont sorties sur ta chaîne. Oui, enfin, j'ai mon débrief qui est sorti et bientôt le défi disquaire. Et on a surtout rencontré pas mal de monde sur place qui nous a glissé un petit mot sympa concernant notre podcast. Donc évidemment, on remercie tout le monde et on fait un petit coucou particulier à Raphaël qui est venu nous expliquer sa passion pour l'album Grosse Purposes, qui est pour lui le meilleur Black Sabbath ever. On en reparlera. Il a évidemment tort, mais c'est son droit. Moi, je trouve qu'il a de bons arguments. On glisse aussi un petit rest in peace pour Tina Turner qu'on a perdu hier, ainsi que Ouais. Jean-Louis Murat d'ailleurs, je viens d'apprendre. Mais récents sur Tina Turner parce qu'en plus elle a un lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Ouais. C'est une sorte de drôle de hasard puisqu'elle aura joué à Philadelphie lors du Live Aid où elle a repris notamment State of Shock et It's a New Rock and Roll avec Mick Jagger et c'était l'un des grands moments de ce live. Donc repose en paix, The Queen Tina Turner. Alors, petite chose marrante, Venom est mon deuxième groupe préféré, et le surnom de Tina Turner, c'était Acid Queen, Acid Queen étant aussi le titre d'une chanson de Venom, et je crois, si ma mémoire est bonne, qu'ils ont appelé leur chanson comme ça, en référence à Tina Turner. Donc, c'est un drôle de hasard de voir ces trois choses se mêler en même temps aujourd'hui, tu vois. Moi, ça me fait tout à fait bizarre. Et on rajoute d'ailleurs que dans le dernier EP qui vient de sortir, Tobias Forge avec Ghost, il y a une reprise de Tina Turner. Donc d'ici à dire que c'est lui qui l'a tué, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas avec sa Je pense reprise. que je pense que Ghost a tué beaucoup de choses ces dernières années, dont notamment le respect. Mais bon, c'est une opinion qui ne regarde que moi. Ça faisait longtemps aussi, du coup, qu'on n'avait pas enregistré d'épisode depuis Born Again. Je suis allé faire un petit tour sur les messages YouTube. Il y avait pas mal de messages plutôt chaleureux, c'était assez sympa. Et un message notamment dont je voulais te faire part. D'un certain Ouais. Fab One, c'est son pseudo, qui nous dit, après nous avoir remercié, que notre émission lui rappelle une émission qu'il écoutait dans les années 80, les dimanches après-midi, et qui s'appelait Le Fils de Sabbath. C'était sur une radio libre lyonnaise, dont je me rappelle plus le nom. L'intro de l'émission était en intro donc un titre de Sabbath, et chaque semaine on découvrait des titres qu'on n'entendait jamais sur les autres radios. Il nous explique que l'hard rock n'existait quasiment pas sur les ondes, et c'est là qu'il a entendu Zero the Hero pour la première fois. Ça avait été un vrai choc pour lui. Donc encore une fois, il a une sorte de fascination pour ce titre, tout ça. Donc voilà, cette petite Madeleine de Proust qui nous partage d'une émission dont j'avais pas du tout connaissance, c'est plutôt sympa. Et donc si quelqu'un a écouté cette émission, a des infos, ou si quelqu'un a fait partie de cette émission, n'hésitez pas à vous manifester, à nous contacter. Ce serait sympa de pouvoir en discuter. Tiens, Mathieu, en parlant de messages, tu as reçu, toi, tu as fêté tes 40 ans il y a quelques jours, et tu as reçu notamment un message tout à fait particulier pour ton anniversaire. Ah oui. Ah oui, j'avais oublié ça aussi, Luigi. Ça a été mes 40 ans récemment, donc le 22 mai. J'ai d'ailleurs été gâté et sous le signe du sabbat, puisque outre une très jolie platine qui offre une très belle performance, une project DC Evo pour les connaisseurs, qui est vraiment très belle et très chouette. J'ai eu quelques disques de Sabbath, je fais durer le suspense pour la chose dont tu parles, dont le presse portugais de volume 4, donc de cette édition un petit peu improbable avec une pochette alternative, et toujours en pressage portugais, 45 tours de Paranoid avec la fameuse toile d'araignée derrière Ozzy, avec le logo de volume 4, parce que c'est à cette période-là qu'il est sorti, et la petite araignée donc à côté, donc ce sont des disques assez rares que je recherchais, donc entre autres. Et en effet, on m'a offert également un message vidéo
de Tony Vérel, donc qui est l'une de mes idoles de jeunesse, attaquant notamment du Racing Club de Lens lors du titre en 98 et de la Coupe de la Ligue en 99, qui m'a fait donc une petite vidéo en me disant bon anniversaire, etc. Tes copains m'ont mandaté, enfin m'ont payé pour ça, et qui glisse un petit mot sur Black Sabbath qui est assez génial puisque Je sais aussi que tu es un grand fan de Black Sabbath, donc écoute, je ne connais pas ce groupe. J'essayerai d'écouter pour voir ce que ça donne. Je suis vraiment un fan de rock, mais plutôt du rock à l'ancienne, style Elvis Presley et autres groupes du même style. Mais c'est vrai que l'heavy metal, c'est un peu plus hard. En tout cas, je te souhaite plein de bonheur. Un super anniversaire encore une fois, Mathieu. Et à bientôt. Bis les amis. C'était Tony. Ciao, ciao. il dit je ne connais pas Black Sabbath, moi je suis plutôt vieux rock type Elvis Presley, ça c'est quelque chose qui est assez connu notamment depuis le reportage de Téléfoot qui était venu avec Sophie Talman qui était venue chez lui, parce que Tony Vérel qui est originaire d'une famille de gitans du côté de Nancy, ils étaient très fans de rock, il jouait de la guitare et compagnie, donc il portait le mulet pour le côté rockabilly, et il dit pour moi le métal c'est trop hard, ce qui est quand même la punchline de l'année. Donc bravo à Tony Vérel qui à ce moment-là donc était sorti de plusieurs années de prison pour tentative d'homicide. Il a écrit une bio pour expliquer que c'était pas lui, et depuis le 4 mai dernier, il a repris 3 ans puis en appel puisqu'il s'avérait que c'était bien lui l'auteur des coups. Donc il est de nouveau en prison. Merci entre ces deux incarcérations d'avoir fait un message pour moi. C'est l'histoire d'un mec, mais en fait, c'était pas lui. J'adore. Ah là là, c'est incroyable. Non, mais ce moment absurde, l'autre soir, lors de ta soirée d'anniversaire, je m'en remets toujours pas. Je m'en remets toujours pas. Bon, pour ce hors-série qui va revenir en détail sur les deux concerts donc du 13 juillet 85 connus sous le nom du Live Aid, on va évidemment principalement revenir sur l'événement en rapport avec Black Sabbath, la reformation du line-up original, le temps de 3 titres. Et pour ça, on fait quand même un très léger bond dans le temps. Il se passe pourtant pas mal de choses du côté de Black Sabbath que nous détaillerons dans le futur épisode qui sera consacré à Seven Star. Donc ne vous inquiétez pas. C'est des choses qui sont pas trop corrélées, donc on peut largement les passer sous silence pour l'instant. Mais le moment venu, nous reparlerons de Ron Keel, Dave Donato et autres Glenn Hughes. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le Live Aid. Il y a tout un processus entre 84 et 85 pendant lesquels le Black Sabbath cherche un nouveau chanteur. Puis il y a ce moment de 85 où le line-up original avec Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Bill Ward et Tony Iommi se reforme juste pour une journée. Mais ça, c'est quelque chose, on va dire, c'est un moment qui s'intercale là-dedans. Et alors, on va y revenir un peu en détail, mais il y a réellement failli y avoir une reformation du line-up classique de Black Sabbath en 85-86. Elle n'a pas eu lieu pour des raisons sur lesquelles on va peut-être revenir dans cet épisode ou sur lesquels on va en tout cas apporter des compléments d'informations dans l'épisode sur Seven Star. Mais voilà, ça s'intercale là-dedans. Donc en fait, on va dire, vous pouvez intercaler là tout ce qu'on va dire dans cet épisode dans les futurs épisodes qu'on va faire sur Seven Star. Donc on mettra à un moment une petite alerte pour dire attention, là, si vous voulez savoir tout ce qui se passe à ce moment-là, écoutez l'épisode spécial, donc cet épisode, ce 3e live série qu'on fait sur le Live Aid pour avoir plus d'informations. Nous allons commencer cet épisode en parlant de quelque chose de vraiment tragique et qui est à l'origine de l'événement. Ce sont les 2 famines successives qui touchent l'Éthiopie en 83 et 84. Alors on va dans 30 secondes rentrer dans les détails de la situation géopolitique qui est assez complexe, et pour ça j'ai la chance d'avoir un docteur en histoire, donc plutôt quelqu'un d'assez calé. Il faut savoir que c'est un reportage de la BBC notamment qui est réalisé par Michael Buke, qui est à l'origine en fait du fait que le chanteur Bob Geldof, qui est un chanteur irlandais notamment dans des groupes de punk et qui a joué dans le film The Wall, est sensibilisé à cette cause, se déplace en Éthiopie, constate ce qui se passe là-bas et crée la vague de solidarité qui va suivre. Donc vas-y Gabriel, raconte-nous un petit peu ce qui se passe en Éthiopie à ce moment-là. Ouais, donc en 1984, en fait, quand éclate la grande famine qui va durer 2 ans, qui sera la cause de la mobilisation internationale en faveur de l'Éthiopie, en fait, on va pas se mentir, beaucoup de gens ont découvert l'existence de ce pays, qui était un pays qui intéressait pas grand monde en Occident. Donc en fait, on est obligé, si vous voulez, de revenir un peu sur certains éléments de contexte, parce qu'on peut pas comprendre ce qui se passe en 83-84 si on comprend pas en fait le contexte plus général de l'Éthiopie à ce moment-là. L'Éthiopie, c'est quoi? Alors pour certains d'entre vous, ça évoque
probablement un pays qui produit du café. Pour d'autres, éventuellement un pays qui produit des champions olympiques de course de fond. Et Mathieu, je sais que tu te souviens certainement des titres de Gebré Selassie en 10 000 mètres à Atlanta en 96, puis à Sydney en 2000. Moi, j'étais devant ma télé quand il a gagné la médaille d'or à Atlanta. J'étais tout petit, j'avais 9 ans. Mais en fait, l'Éthiopie, c'est aussi surtout un des plus vieux pays du monde qui existe encore aujourd'hui, comme l'Égypte. Et même, chose assez étonnante, jusque dans les années 70, le régime politique qui est en place en Éthiopie, c'est une monarchie, avec à sa tête un empereur qu'on appelle le Négus, qui prétend descendre des rois d'Israël, donc notamment du roi Salomon. C'est pour ça qu'on parle de dynastie salomonide. Et donc c'est la même dynastie impériale qui gouverne ce pays sans discontinuer depuis littéralement le XIIIe siècle. Et alors, ça c'est assez intéressant, c'est que en fait, lorsque l'Afrique tombe sous la coupe des puissances coloniales européennes au cours du 19e siècle, en fait, l'Éthiopie, c'est le seul État africain qui réussit à garder son indépendance à côté de ses voisins. Si on accepte évidemment la brève tentative d'invasion italienne entre 1935 et 43, bon, c'est un petit peu un détail dans notre histoire, ça, mais ça permet de comprendre ce qui se passe en fait, ce qui va conduire en fait à la grande famine de 83-84. Parce que en fait, dans le contexte de la guerre froide, de la décolonisation des années 1950-1960, l'Éthiopie, c'était pourtant, tu vois, un pays aux côtés de l'Égypte qui était une des nations capables de faire entendre la voix de l'Afrique sur la scène internationale. Et d'ailleurs, l'empereur d'Éthiopie, celui-là même qui a été divinisé par les Rastafariens, il faut le préciser, donc qui s'appelle Haïlé Sélassié, c'est une des figures politiques africaines les plus en vue. Le problème, c'est que l'Éthiopie, c'est un pays qui est en proie à des troubles endémiques depuis la fin de l'occupation italienne. On a notamment plusieurs révoltes tribales contre le pouvoir central d'Addis Abeba, notamment en Érythrée et au Tigré. Ces noms-là, ça doit vous dire quelque chose, puisque ça a fait l'actualité dernièrement, puisqu'il y a toujours des conflits locaux qui déstabilisent le pays. Et alors, à partir des années 50-60, on a une contestation de plus en plus grande à l'intérieur du pays, notamment de la part des ouvriers et des étudiants, qui sont majoritairement marxistes et qui sont notamment, faut le dire, influencés par la politique étrangère de l'Union soviétique. Et dans les faits, c'est là où on a un des premiers éléments du problème, c'est que l'Éthiopie, à cette époque, c'est comme l'Iran, c'est un pays qui penche majoritairement pour le camp pro-occidental, donc c'est-à-dire pour l'OTAN, pour les États-Unis, mais comme la contestation du régime du Négus, qui, pour rappel, est un régime autoritaire, même si ce n'est pas non plus aussi autoritaire que va l'être le régime qui va suivre, elle est attisée par l'URSS, et l'URSS cherche à faire basculer, comme tout plein d'autres pays d'Afrique, le pays dans le camp soviétique. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en 74, on va dire la contestation porte ses fruits de façon brutale, puisque Haïlé Sélassié est arrêté, il est assassiné 1 an plus tard. Le régime impérial vieux de 8 siècles est aboli, et là, on a une junte militaire pro-soviétique qui se met en place, qu'on appelle le DERG, et qui est dirigé par un officier de l'armée qui s'appelle Mengistu Haile Mariam. Et en fait, Mengistu, à partir des années 76-77, il renforce brutalement son contrôle sur la population, il arrête systématiquement les opposants, il met l'économie du pays en coupe réglée, et il procède à des réformes agraires très brutales. En fait, il fait exactement la même chose en Éthiopie que ce qu'ont fait les Chinois et les Soviétiques. Donc on parle notamment d'étudiants qui sont forcés de quitter les universités pour aller travailler de force dans les campagnes, de populations entières qui sont déportées, de zones agricoles qui sont mises en coupe réglée par le pouvoir pour son propre bénéfice. Bref, enfin voilà, c'est un peu tous les travers des pays marxistes dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ça se déroule alors que les conflits civils et ethniques ne sont absolument pas résolus. Donc, on a toujours des conflits dans le Tigré et en Érythrée. L'Érythrée, qui a été envahie par les Éthiopiens au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait qu'il y a donc un mouvement indépendantiste. On a en même temps un conflit frontalier avec la Somalie en 77 qu'on appelle la guerre de l'Ogaden, et surtout on a en fait des règlements de compte entre factions marxistes éthiopiennes rivales, ce qui fait qu'en fait Mengistu vraiment terrorise absolument la population pour venir à bout de ses opposants, et à partir de 77 notamment on parle de ce qu'on appelle la terreur rouge ou Kei Shebir, où donc en fait Mengistu vraiment met des régions entières du pays en coupe réglée pour éliminer ses opposants. Et en fait tout ça conduit à une situation économique absolument catastrophique, puisque déjà, alors à ça s'ajoutent des calamités naturelles, notamment la sécheresse, auxquelles viennent s'ajouter en fait de façon vraiment épouvantable les destructions et les pertes liées à la guerre. Donc la dictature de Mengistu
se concentre majoritairement sur la répression des opposants, sur la lutte contre les différents mouvements de guérilla, et elle laisse littéralement mourir de faim la population. Ce qui fait qu'en 83, quand il y a la première des deux famines que nous, en Occident, on va regrouper sous le nom de grande famine de 83-84, en fait, Mengistu réagit absolument pas, et c'est en fait la BBC qui y consacre ce fameux reportage. Alors, si je ne m'abuse, c'est 84, mais c'est ça qui fait que le monde occidental découvre l'ampleur de la catastrophe humanitaire en Éthiopie. Un documentaire d'ailleurs qui est dans le DVD du Live Aid. Il y a un quadruple DVD qui est sorti, je crois, en 2008, si j'ai pas de bêtises. Et le documentaire en question est littéralement insoutenable. J'ai essayé de le re-regarder hier, parce que j'avais déjà vu certaines de ces images, et j'ai pas pu aller au bout. C'est d'une violence sans nom. C'est vraiment l'enfer. On voit vraiment des corps décharnés, on voit ce qu'est l'espoir de la nourriture, donc des gens qui se mettent à tous courir dans le même sens parce qu'une rumeur dit que de la nourriture est à tel endroit dans le camp, et donc il y a un enfant qui meurt toutes les 20 minutes dans chaque camp, enfin vraiment quelque chose d'horrible. Et c'est donc ça qui va mener à ce mouvement de solidarité qui passe en fait par les artistes, et notamment les artistes anglais dans un premier temps. Donc Bob Geldof, évidemment, dont on va longuement parler par la suite. Je pense qu'on va rapidement présenter qui il est à ce moment-là, et on dira à la fin les immenses réserves qu'on a sur la façon dont ça a été géré. Bob Geldof, donc, c'était un auteur, compositeur, interprète et chanteur irlandais qui a joué donc dans le film The Wall, ce que je disais, qui était dans différents groupes punk. Donc c'était une figure, mais pas une superstar. Et d'ailleurs, le Live Aid sera son héritage, la chose pour laquelle il sera aujourd'hui connu pour les bonnes et mauvaises raisons. Il contacte à ce moment-là le chanteur d'Ultravox, qui est un Écossais du nom de Midge Ure, et ils décident ensemble de composer un titre pour verser des bénéfices de la vente à l'aide humanitaire en Éthiopie. Midge Ure, qui d'ailleurs a joué dans Thin Lizzy. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais on est sur ce lien commun. Ouais. Et donc ils enregistrent ensemble le titre pour Noël 84, Do They Know It's Christmas, qui rassemble de nombreux musiciens britanniques tels que Bono, dont on va aussi pas mal reparler puisque l'engagement humanitaire sur cette cause a été important, on va dire aussi, Phil Collins, Boy George ou Sting, et le morceau fait un carton. Il est numéro 1 en Angleterre, se vend à plus d'1 million d'exemplaires, et plus que ça, il fait énormément d'émules. Quand je dis énormément d'émules, il y a en France évidemment, les plus âgés s'en souviennent que Renaud avait créé les Chanteurs sans frontières, le disque SOS Éthiopie, qui est, je pense, dans énormément de vinyltech encore aujourd'hui. Mes parents le possèdent toujours. Il y a également les chanteurs africains en France, donc sous l'impulsion de Manu Dibango, qui ont fait un tam-tam pour l'Éthiopie. Donc c'est un autre disque qui a un petit peu moins marché, mais quand même connu, notamment en Afrique. Il y a eu au Canada, sous l'impulsion de Bryan Adams, à Québec, en Espagne, et évidemment aux USA, avec le line-up délirant de USA for Africa, et leur chanson We Are the World. Donc là, cette chanson rassemble Michael Jackson et toute sa famille, parce qu'il y a Jackie, Latoya, Randy ou Janet. Il y a Quincy Jones, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Willie Nelson, Lionel Richie, Diana Ross, Paul Simon, Bruce Springsteen ou Cyndi Lauper. C'est les Avengers, littéralement. Et est-ce que tu parles, Mathieu, de Irene Head ? Évidemment, il y a aussi autre chose que les amateurs de heavy metal ont sûrement constaté, c'est que embêté d'être un peu mis de côté face aux Avengers de We Are the World, Dio a décidé de monter sa propre équipe avec que des chanteurs de heavy metal sous le nom de Rock and Head et la chanson Stars, dans laquelle on retrouve notamment Rob Halford. Irene Head, oui, pardon, Irene Head. Et donc on retrouve Rob Halford, Eric Bloom, Geoff Tate, Don Dokken et beaucoup d'autres. Et je propose de citer les Sabbath Related ou Ozzy Osbourne Related. Donc en Sabbath, on a Vinny Appice évidemment, puisque toute l'équipe de Dio est là. Et donc derrière, on peut également citer Tommy Aldridge, Rudy Sarzo, Brad Gillis et les Vivian Campbell, Claude Schnell, Jimmy Bain et Greg Goldie, qui étaient tous présents pour les équipes de Dio. Et Rob Halford qui est Sabbath Related, mais ça on en parlera plus tard. Oui, évidemment. C'est trouvable sur Internet. Aujourd'hui, il y a même le mini documentaire de l'enregistrement qui est sur YouTube. Voilà, on est sur quelque chose d'assez gênant, mais plutôt rigolo, on va dire. C'est complètement gênant. À son époque, la chanson est plutôt anecdotique, mais voilà. Donc, le monde entier est à fond dans le projet humanitaire. Les millions de dollars pleuvent, parce que déjà là, ça fait beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, Bob Geldof décide de passer à la vitesse supérieure et arrive en fait à mettre sur pied un projet complètement dingue. Aujourd'hui, il y a eu, avec le Live Aid et puis d'autres choses, la technologie permettent
d'avoir des projets de cette ampleur un petit peu plus simplement. Bon, il faut imaginer qu'à l'époque, tout s'est fait avec des coups de téléphone et des fax. Et donc, là, une journée, celle du 13 juillet, est donc consacrée à la musique live et au soutien à l'Éthiopie à 2 endroits. Donc, il y a Wembley et au stade Kennedy à Philadelphie, pour une journée entière de musique. Donc, c'est 16 heures de retransmission avec 69 groupes et donc tout retransmis à la télé. Donc là, alors accrochez-vous, on est entre 1,5 et 2 milliards de téléspectateurs dans pas loin de 100 pays. Selon les calculs qui ont été faits à l'époque, ça représenterait 98% des parts de marché mondiales télévisuelles. Je pense pas qu'il y ait eu un deuxième événement qui ait à ce point-là canalisé en fait les spectateurs. Alors, donc on est sur quelque chose de délirant que tout le monde a vu à l'époque. Autre chose qui se cache d'ailleurs secrètement dans le titre du concert Live Aid, c'est que Bob Geldof avait voulu également lever des fonds pour essayer d'endiguer l'épidémie de sida qui ravageait à la fois l'Afrique et aussi certains milieux européens dans les années 80. Mais comme c'était, disons les termes, comme disent les jeunes, la maladie des Noirs et des PD dans l'inconscient collectif, et dans la bouche des politiques à cette époque, ça n'avait pas de bonne presse. Donc c'était difficile de lever des fonds pour le sida. C'était avant que certains artistes, et notamment Freddie Mercury, puissent faire avancer la cause dans le bon sens. Et donc Bob Geldof a préféré garder cette intention secrète et se concentrer sur l'Éthiopie. Il y a de nombreux concerts cultes qui ont été donnés lors de ce Live Aid. Beaucoup de concerts plutôt anecdotiques également. On va pas tous les faire. Les artistes se sont enchaînés un peu à la vitesse de la lumière. Ils avaient le droit entre une chanson pour les moins connus, ils font 1 ou 2 chansons, et 6 titres pour les plus grandes stars, et notamment Queen. Queen qui est l'un des grands gagnants de ce Live Aid, qui a fait un concert qui est encore aujourd'hui resté culte et qui est très fort. Et Black Sabbath au milieu de tout ça, donc droit à 3 titres, et on va donc se plonger un petit peu sur la partie Black Sabbath, sur la genèse de cette participation, et après on reviendra un petit peu plus généralement sur les 2-3 trucs qu'on a envie de mettre en avant concernant le Live Aid. Black Sabbath a essayé à de nombreuses reprises de se reformer avec Ozzy. Iommi l'a toujours voulu, étant donné que sa carrière allait de mal en pis, donc dès qu'il y a un chanteur partait ou qu'il y avait une difficulté, c'était quelque chose qui est dans un coin de sa tête. Mais Ozzy a toujours fait la sourde d'oreille, notamment à cause de la guerre des Ardennes, la guerre des Ardennes, la liaison change tout au sens de la phrase, qui oppose Sharon et Don, donc père et fille. Cet événement va permettre une avancée, une sorte de parenthèse enchantée, mais va de nouveau, et on va vous expliquer pourquoi, refermer la porte aussi sec. Donc rappelez-vous qu'à ce moment-là, Black Sabbath et Ozzy n'ont pas joué ensemble depuis 78, ont des relations très distendues. On sait qu'Ozzy et Iommi se sont vus au moins une fois tard chez Iommi, où ils ont parlé un peu de tout et de rien, mais c'est à peu près la seule fois. Mais il s'était passé une chose au Monster of Rock 84, où Ozzy a joué, c'est que le 18 août, il avait répondu à une interview où, au lieu de faire comme d'habitude, parce qu'on lui posait souvent la question et de dire ça n'arrivera pas, une reformation, il avait ouvert la porte, il avait glissé un peut-être qui avait enflammé la presse. Pourtant, un peut-être qui n'avait pas plus de sens que les noms qu'il opposait avant, mais ça avait littéralement enflammé la presse. Et ça a, mine de rien, permis au management et à Black Sabbath de se dire peut-être qu'il y a une opportunité autour de ce Live Aid, puisque Bob Geldof a contacté Don Arden pour lui dire qu'il aimerait bien un certain nombre de groupes, et notamment Black Sabbath. Et donc c'est Geezer Butler qui lui-même appelle Ozzy pour lui proposer cette reformation, qui est donc acceptée par le camp Ozzy, aussi parce que c'est une situation particulière. Si on revient sur l'année 84 d'Ozzy Osbourne très rapidement, ça faisait 18 mois qu'il n'avait plus fait de concert. Il a eu d'abord Kelly qui est né fin octobre 84. Il était en difficulté avec l'exposition médiatique du PMRC, donc le Parental Music Resource Center de Typer Gore, qui va amener à un procès en septembre 85, et qui était déjà dans l'exposition médiatique, et il était pointé du doigt. Il était épuisé, accro à l'alcool et aux drogues, et il a fait sa première cure de désintox de 6 semaines au Betty Ford Center. Donc c'est dans cette situation de décrépitude un peu physique et psychologique et de besoin de s'occuper qu'arrive cette proposition, donc qu'il accepte avec plaisir, dans l'idée justement de se changer l'esprit. Lui qui à ce moment-là ne boit plus d'alcool avant le Live Aid et est accro au Coca Light et aux pilules de compléments alimentaires, parce qu'il faut évidemment qu'il soit accro à quelque chose. Oui. Sharon, je pense, a très vite conscience de l'événement planétaire, donc ils acceptent d'aller à ce concert, et Black Sabbath est booké au show de Philadelphie, donc considéré comme un groupe américain, puisque l'ensemble du groupe en dehors d'Ozzy Osbourne
vit là-bas. Ozzy Osbourne qui a vécu dans le sud de la France en 84 et retourné à ce moment-là en Angleterre, à Londres, et donc rejoint Philadelphie via New York en bateau au bord du Queen Elizabeth II. Et après, donc, un chauffeur l'amène à Philadelphie. Là-dessus, il y a pas mal de choses à dire sur le fait qu'ils prennent le bateau. Il y a plusieurs versions qui tournent. Premièrement, il faut savoir que Sharon était enceinte de Jack. Donc, est-ce que elle s'est dit qu'il fallait pas prendre l'avion, que c'était mieux? Pourquoi pas? C'est ce que Ozzy dit régulièrement en interview, sauf qu'ils ont pris le Concorde pour rentrer. Donc ça ne tient qu'à moitié debout. Il lui dit aussi que c'était son rêve et que c'est pour ça qu'il a pris le bateau, mais il semblerait surtout qu'il ait psychoté à l'idée d'un attentat, vu le nombre d'artistes et d'événements médiatiques qui se profilaient, qu'ils aient décidé de faire une traversée de 5 jours sur laquelle Ozzy raconte un petit peu qu'il a dégueulé ses boyaux tout le long, qu'il a repris la picole à ce moment-là un petit peu et qu'il a fini par prendre des calmants qui l'ont assommé 48 heures et que ça a fait péter les plombs à Sharon Osbourne, qui s'est retrouvée seule, enceinte et malade sur le bateau avec un mari absent pendant 48 heures pour raison de coma. Oh là là. Donc c'est dans cette situation Ozzyesque, il n'y a pas d'autre mot, que Ozzy arrive à Philadelphie pour rejoindre ses compères, donc il n'a pas vu depuis longtemps, avec qui il n'a pas joué depuis super longtemps. D'ailleurs, le groupe en général, puisque si on est précis, 18 mois pour Ozzy, 5 ans pour Bill Ward en live, si on accepte le fait qu'il ait enregistré les parties de batterie pour Born Again. Ouais. Donc 7 ans pour Ozzy, et 18 mois pour Geezer et Iommi, qui à ce moment-là n'ont pas fait de concert ensemble non plus. Ils ont pas fait. Alors encore une fois, là on parle de choses sur lesquelles on va devoir revenir en détail dans l'épisode sur Seven Star, parce que comme j'ai dit, en fait ils ont joué ensemble, mais ils ont fait des répétitions, ils ont fait des sessions où ils ont composé de nouvelles chansons. Ils ont commencé à composer en fait les démos de ce qui va devenir Seven Star, que voilà, sans trop spoiler, mais en fait Geezer et même Bill Ward ont participé aux sessions d'écriture de chansons qui vont finir sur Seven Star, même si sous une forme complètement différente. Mais donc voilà, donc en fait il y a eu des moments où Iommi, Geezer et Bill Ward se sont retrouvés ensemble entre l'année 84 et 85, mais ça n'a jamais, il n'y a pas eu de tournée, il n'y a rien eu. Donc c'est littéralement le concert de Philadelphie, c'est vraiment la première fois que Black Sabbath remonte sur scène. Techniquement depuis la tournée Born Again, mais en fait on peut même dire carrément depuis 78, puisque Bill Ward, effectivement, c'est ça, tu l'as dit, c'est son retour sur scène. Alors moi ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'est-ce qui fait, par exemple, que Bill Ward à ce moment-là est en forme, tu vois, parce qu'on l'avait dit, il était complètement au bout du rouleau en 83 pendant l'enregistrement de Born Again. Il a participé aux sessions, mais on n'est même pas sûr qu'il ait tout fait sur l'album. Il devait faire la tournée, finalement il l'a pas faite parce qu'il était, tu vois. Et quand on le voit sur les images du concert, il a l'air relativement en forme, Bill Ward, tu vois. Donc je sais plus trop exactement où est-ce qu'il en était à ce moment-là dans sa vie perso, mais moi déjà perso ça m'étonne beaucoup que Bill Ward soit disponible à ce moment-là, tu vois. Donc Geezer ça m'étonne pas du tout. Voilà, mais Bill Ward, voilà, c'est assez étonnant de le voir, de voir qu'il ait pu participer. Bill Ward à ce moment-là, il est de nouveau dans l'entourage de Black Sabbath. Il va mieux. Je veux pas te dire de bêtises, mais je crois qu'il s'est séparé de sa compagne avec qui c'était compliqué. Il est en effet dans une phase où ça va mieux, et en plus il est un lien avec Ozzy puisqu'il est allé le voir lors des sessions de composition d'Ultimate Sin. Il est passé en studio. Donc en fait il y a c'est un moment, une sorte de d'éclaircie, d'apaisement entre ces quatre-là qui a permis donc aussi cette réunion. Mais par contre, comme du coup ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué ou répété ensemble, ils font partie de ces groupes à qui un local est prêté dans le sud de Philadelphie quelques heures pour qu'ils puissent faire un filage des 3 titres en question. Donc c'est ce qu'ils font. Ils se retrouvent là-bas. D'ailleurs, c'est la première fois qu'ils se voient, c'est là-bas. Ce qui fait que d'ailleurs, au lieu de répéter, ils papotent d'abord pendant un long moment. Mais il faut savoir qu'Ozzy arrive dans des dispositions un petit peu compliquées, puisque en passant à l'hôtel avant de rejoindre le local de répétition, il est tombé sur un fan qui voulait lui faire signer, selon lui, ce qui lui semblait un autographe, qu'il a signé, qui s'avérait être une assignation au tribunal envoyée par Don Arden, parce que ce dernier sent le vent du boulet, il est donc très fâché avec sa fille, et il sent bien que si reformation de line-up original il sera mis de côté, puisque l'affect n'est pas le même que celui qui lie Sharon et Ozzy. Donc il décide de réclamer $1 million au clan Ozzy si ce concert a lieu. Donc en fait, il menace pour que le concert n'ait pas lieu.
Les musiciens et donc le groupe, les deux entités en tout cas, décident de faire fi de ça en disant on réglera ça en rentrant et on fait quand même le concert. Mais c'est quand même quelque chose qui tend les choses, à tel point que Ozzy va se remettre à boire et de boire sérieusement, et il aura des mots très durs concernant Black Sabbath par la suite, et il fermera la porte à tout, on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, donc c'est à l'hôtel qu'a lieu cette remise de Vrit, de Supina comme disent les Américains, et pas au studio, parce qu'il y a aussi des versions qui disent, je crois que Ozzy lui a dit ça, que c'était au studio, que du coup il s'est barré du studio Fur, etc. Non, c'était avant. Donc ils ont d'abord papoté puis répété. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait donc c'était des studios où il y avait pas mal de musiciens qui devaient enchaîner. Donc eux, ils l'avaient pour peut-être 2 heures. Et il y a notamment, si on cite les gens qui étaient payés, il y avait 4 personnes qui étaient au studio en dehors des musiciens, donc 8 en tout. Il y avait Lita Ford, qui, on en reviendra aussi, était la compagne de Tony Iommi à ce moment-là. Sharon Osbourne, évidemment, ou compagne d'Ozzy. Et Mick Wall. Alors Mick Wall, qui a été public relationer auprès de Black Sabbath pendant longtemps, et qui, à ce moment-là, est biographe d'Ozzy. Il a été débauché par Sharon, et il est biographe, puisqu'en 86 va sortir Diary of a Madman, qui est la première biographie d'Ozzy, aujourd'hui supplantée et quasi introuvable ou très chère, sur eBay. Et donc il suit Ozzy partout, et dans le camp Ozzy pour écrire les mémoires du Madman en 86, toujours un concept. Et la 4e personne, c'est une petite brune qui passe sa vie à entrer et sortir de la pièce. Je rentre, je sors, je vois ce qui se passe. Ce qui finira par excéder Iommi, qui lui rappelle sèchement que la répétition est interdite au public et lui demande de dégager. Et il s'agissait en vérité de Madonna, qui aimait bien faire le tour des groupes qui répétaient et un petit peu profiter du truc. Donc il a foutu dehors Madonna. C'est une anecdote qui est assez connue parce qu'il la raconte beaucoup. Bon, lui a tendance à dire, elle était là dans un coin de la pièce à nous regarder. C'était pas tout à fait ça. Elle faisait des allers-retours et elle papillonnait de salle en salle. Mais en tout cas, il a foutu dehors Madonna en disant qu'est-ce que tu fous là, laisse-nous répéter. Ça reste culte. Apparemment, il aurait demandé, je crois à Mick Wall, ou en tout cas à un de ses rodis, de dire, dis donc la nana là, tu lui dis de dégager parce que le truc c'est genre dire ouais c'est interdit aux groupies, tu vois. Donc ce qui est un peu abusé puisque bon Madonna était pas une groupie, elle était juste en train de répéter elle-même pour le concert qu'elle va donner le même jour à Philadelphie. Voilà, mais elle était probablement venue là juste par curiosité quoi. Et donc se faire traiter comme ça, je pense qu'elle a peut-être pas dû apprécier, mais bon, on va dire Iommi, je pense que, enfin, il le dit lui-même, il dit, mais je savais même pas qui c'était. Enfin, genre, il avait vaguement entendu son nom à la radio, il l'avait jamais vu physiquement. Donc, il voit cette nana qui était encore pas forcément très connue partout. Il lui dit, tu dégages, parce que pour lui, c'était juste une groupie qui venait le harceler, quoi. Donc, c'est triste, hein, parce que mais c'est une anecdote assez savoureuse. Effectivement, je pense que c'est peut-être même une des anecdotes les plus connues de ce moment en fait de Black Sabbath au Live Aid, avec les images dont on va reparler. Et donc après la répète, retour à l'hôtel pour tout le monde, et tout le monde se murge la tronche. Alors pas ensemble, dans son coin, Ozzy dans son coin et le reste du groupe, mais le lendemain c'est gueule de bois monumentale pour tout le monde, ce qui explique notamment les têtes de déterrés de chacun, et notamment Iommi qui porte ses lunettes de soleil parce qu'il a des yeux en trou de serrure, il est complètement éclaté. Parce que le lendemain, c'est pas un jour habituel, c'est à 9h55 du matin qu'ils jouent leurs 3 morceaux, donc c'est très tôt pour Black Sabbath, coincé entre les concerts de Billy Ocean et Run DMC, donc 9h55 pile, et 1h30 avant Judas Priest, qui eux investira la scène à 11h30. Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est que bon, alors déjà moi je trouve rigolo que Black Sabbath joue entre un artiste de R&B et un groupe de hip-hop. Déjà, moi, je trouve ça assez fascinant. Ça n'a absolument aucun sens en termes de programmation. Tu te dis, ils auraient pu faire, je sais pas, des sessions par genre musical et tout. Non, ils ont foutu Black Sabbath entre Billy Ocean et Run DMC. Bon, pourquoi pas. Non, ce qui est intéressant, c'est que par contre, lors de chaque prestation de chaque artiste qui jouait au Live Aid, tant aux États-Unis qu'en Angleterre, en fait, on avait une introduction qui était faite par un comédien ou un musicien, et en l'occurrence Black Sabbath a été introduit par Chevy Chase. Ouais, c'est ça, moi je voulais un petit peu l'introduire quand même, parce qu'en effet Chevy Chase en fait c'est une énorme star aux États-Unis et quasiment pas en France. Donc voilà. Chevy Chase, faut savoir qu'il a fait partie de 2 troupes extrêmement célèbres qui sont le National Lampoon dans un premier temps, puis après il fait partie des créateurs originaux du Saturday Night Live, qui est l'émission culte des comiques américains. Donc, il a créé avec Harold Ramis, Dan Aykroyd et John Belushi.
Et c'était un comique réputé comme le plus brillant de sa génération. C'était très très vite une superstar. Il a joué notamment dans 5 films du National Lampoon, qui sont très peu connus en France, même s'ils sont sortis, mais qui sont cultes aux USA, où il joue le rôle d'Irving Fletcher, dit Fletch. Et c'est un rôle qui lui colle à la peau, il est très très connu pour ça. Faut savoir aussi, en France, c'est peut-être plus comme ça qu'on le connaît, et encore, il a fait un caméo dans Last Action Hero, mais un tout petit caméo. Et il joue le rôle de Pierce Hawthorne, qui est l'héritier d'un empire de lingettes humides, divorcé 7 fois, raciste, misogyne et assez stupide, qui vient passer le temps parce qu'il s'ennuie dans une fac dans la série Community, donc entre 2009 et 2014, qui est une série que je vous conseille et qui est assez culte, et donc c'est le vieux du club des 6 de Community. Alors, moi j'avais juste un truc à rajouter sur le petit speech qu'il fait pour présenter Black Sabbath, donc à 9h55 du matin, c'est qu'il les présente et on est en 1985, hein, et il dit un des groupes qui a fondé le heavy metal, enfin qui a initié le heavy metal dans les 70s, tu vois. Et en fait, moi ce que je trouve fascinant, c'est qu'on est 15 ans après les débuts de Black Sabbath, donc c'est pas très vieux, hein, littéralement 15 ans, hein, c'était hier presque, tu vois. Et en fait, il parle déjà de Black Sabbath comme le groupe pionnier du heavy metal, alors que c'est quelque chose d'assez récent, tu vois. C'est encore quelque chose d'assez récent. Donc on est déjà dans ce côté, dans cette historicisation de la jeunesse du métal. Je trouve ça incroyable de me dire que dès 85, on pouvait déjà présenter Black Sabbath comme ça. Je pense que c'était peut-être pas encore forcément trop le cas 5 ans avant, tu vois, quand Black Sabbath se relançait avec Dio, etc. Je pense qu'on n'avait pas encore le même regard sur Black Sabbath. Mais là, 85, on est déjà dans ce moment où les gens commencent déjà à percevoir Black Sabbath comme le groupe pionnier et le groupe qui a initié tout ça, quoi. À noter d'ailleurs, moi je pense que c'est aussi la raison pour laquelle ils l'introduisent comme ça, c'est qu'ils l'introduisent à un public plus large que le public habituel de Sabbath. Oui. Et à noter d'ailleurs qu'on va retrouver la célébrissime faute sur le nom d'Ozzy Osbourne qui est écrit à l'écran, Ozzy de Z-I-E, donc avec le I-E au lieu du Y. Donc il y a de nouveau une faute. Alors, tiens, chose qu'il faut préciser aussi, c'est que donc, c'est ce que tu dis là qui vient de m'y faire penser, c'est que Black Sabbath en fait était mis en avant sur le programme sous le nom Black Sabbath featuring Ozzy Osbourne. Donc, tu vois, ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait précédemment sur Black Sabbath featuring Ian Gillan pendant la tournée Born Again, et ce qu'on va voir après dans le prochain épisode sur Black Sabbath featuring Tony Iommi, c'est qu'on est à des moments de la carrière de Black Sabbath, en fait, où c'est déjà tellement le bordel pour savoir qui est la personne, qui est la personne qui fronte le groupe, quoi, qui est la personne qui dirige le groupe, que on est obligé de préciser qu'il y a Gillan, qu'il y a Osbourne, qu'il y a Iommi, tu vois. Et moi, je trouve ça assez rigolo de se dire qu'en fait, ils ont fait toute la com du groupe sur la simple présence d'Ozzy Osbourne. Ça commence déjà à être révélateur, tu vois, sur ce qui va et ce qui ne va pas. Et alors, autre petit détail qui est très marrant, c'est que quand tu regardes les images de la retransmission télé, alors je crois que c'est les images de ABC, parce que donc en Angleterre c'était la BBC qui gérait la retransmission, mais aux États-Unis donc c'était ABC. Et sur les images d'ABC, tu vois donc le début du concert, et en fait il s'était amusé à mettre le dernier album en date du groupe qui jouait pour faire un peu de promo et pour un peu de communication sur l'artiste qui passe. Donc ils te mettent Black Sabbath featuring with Ozzy Osbourne, et là ils mettent la pochette de Born Again avec marqué Born Again, édité chez Warner Bros, machin. Et là, donc, tu vois, c'est une petite animation de montage où tu vois la pochette de Born Again qui apparaît à l'écran, et subitement l'écran se déchire et tu vois Ozzy Osbourne qui prend le micro. Et je trouve ça absolument incroyable. Complètement, ça fait partie de la légende de Black Sabbath d'être jamais correctement câblé et donc correctement promotionné. Le concert, donc, ces 3 titres, on l'a dit, on peut les préciser, c'est Children of the Grave, Iron Man et Paranoid. Le concert commence, donc, il y a une sorte de rideau qui est transpercé, donc, enfin, qui s'ouvre, et Ozzy Osbourne porte une grande cape violette à ce moment-là avec des surpiqûres en or, qui laisse donc tomber par terre au moment où il salue le public. Et il porte à ce moment-là une sorte de veste brodée un peu à la mode Toreador sur son juste au corps. Il a toujours un juste au corps pour éviter d'arracher ses vêtements. C'était à ce moment-là comme ça qu'il était. Et donc il dénote un peu par rapport aux autres musiciens de Black Sabbath qui par contre sont dans leur période full black, full cuir, sur torse velu apparent. À une exception près, Mathieu. À une exception près. C'est que
Ayomi est tout en noir, donc on l'a dit depuis Oui. la tournée Born Again, tout le monde s'habille full black. En plus, moi, Ayomi a des lunettes noires. En plus, il porte déjà sa fameuse veste. Alors ça, on y reviendra dans l'épisode sur Seven Star, mais où il a des croix qui sont accrochées, des croix en métal qui sont accrochées sur toute sa veste. Mhm. Donc il est littéralement, il est vêtu de métal, hein, Tony Ayomi. C'est incroyable. Je suis fasciné par sa veste, moi. C'est sa veste à franges avec des croix. Bill Ward a un look un peu plus classique. Il a une espèce de bandana. Il a des Converse. Enfin bref, mais il est habillé en noir aussi. Par contre, Geezer, il a un fut en cuir rouge, moule bite. Et je suis désolé, ce truc me fascine absolument tellement c'est laid. Et voilà, oui, effectivement, ils ont un look années 80 en fait, tous les trois, tous les quatre. C'est-à-dire que finalement en fait, il faut pas se leurrer. Si Black Sabbath avait continué avec Ozzy durant les années 80, que le groupe avait perduré sous sa forme originale, ça aurait ressemblé à ça, Black Sabbath. Ça aurait ressemblé à un groupe des années 80, un peu dans le même délire que ce que faisait Judas Priest à l'époque, c'est-à-dire des tenues complètement pas possibles, des moumoutes peroxydées, des tenues à la fois noires et fluo. Ça aurait été ça, Black Sabbath. Il faut se le dire. Est-ce que tu veux dire quelque chose de particulier sur ces 3 titres, puisque au final, il n'y a pas de grandes histoires à raconter, hein. Ils jouent Children of the Grave, Iron Man et Paranoid, c'est bien exécuté, c'est sans être incroyable. Ce qui est peut-être à noter, c'est que c'est un peu à côté, dans le sens où tu viens parler de la mort, de la dépression et d'un robot de fer dans un truc comme ça. Ils dénotent clairement par leur son et le fait d'avoir des morceaux plutôt méchants par rapport à ce qui se passe et au moment de communion à Philadelphie. Alors, moi, je trouve quand même, il y a quelque chose auquel j'ai repensé encore tout à l'heure, et pendant longtemps, ça m'avait pas choqué. C'est que, Mathieu, on parle quand même d'un concert caritatif. On parle d'un concert humanitaire pour récolter des sous pour empêcher des enfants de mourir en Afrique. Et par quel morceau commence Black Sabbath? Par Children of the Grave. Et je trouve ça incroyable parce que est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Est-ce que c'est quelque chose de volontaire afin de faire passer un message? On avait rappelé quand même dans l'épisode sur Master of Reality que Children of the Grave était une chanson anti-guerre du Vietnam. Donc on est sur une chanson, voilà, qui dénonce le fait que des générations d'enfants ont été sacrifiés afin de répondre à des intérêts supérieurs qui les dépassent. Donc ça peut faire écho, si tu veux, avec ce qui se passe à ce moment-là en Éthiopie. Mais soit c'est fait exprès, et en l'occurrence c'est un message plutôt intelligent, soit c'est une faute de goût absolue. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis quand même un peu partagé. Parce que de l'autre côté, t'as quand même des groupes qui chantent des chansons plutôt positives, plutôt good vibes, etc. Et là, on a une chanson qui est quand même une chanson qui parle de choses dures et sur je sais pas ce que t'en penses. Moi, ça me met un peu mal à l'aise, quand même. Bah, on sait avec certitude, et je vous expliquerai après pourquoi, que personne n'a pris vraiment la dimension caritative en compte. Ils étaient beaucoup trop auto-centrés, beaucoup trop égoïstes à ce moment-là, et dans leurs petites affaires, leurs petits problèmes pour y penser. Donc clairement, ils s'en foutaient pas mal. C'était plus l'exposition et l'événement de la Réformation qu'ils avaient en tête. Et pire que ça, d'ailleurs, je peux peut-être en parler maintenant. Ozzy Osbourne, en interview le matin même, fait une énorme bourde. Aujourd'hui, ça serait un scandale d'État. Je pense qu'à l'époque, nous, on s'en foutait pas mal, puisqu'il dit qu'ils vont jouer un 4e morceau surprise qui s'appelle Food, Glorious Food, en faisant une blague avec Sabbath, Bloody Sabbath, et l'idée de la famine des Éthiopiens, ce qui fait cringer un petit peu tout le monde, à commencer par le journaliste. Et clairement, ils étaient full alcool et full bêtise, full coke, et pas du tout dans le moment. Donc je pense pas qu'ils y aient pensé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour plusieurs raisons, dans le fameux DVD de 2008 de 4 DVD, il y a que la chanson Paranoid de Black Sabbath, les 2 autres ont été enlevés. Je pense pas que ça s'y ait eu... la raison pour laquelle les autres chansons ont été enlevées, c'est pour une raison de place. Ils l'ont fait pour beaucoup d'artistes. Mais clairement, quand il a fallu en choisir une, ils ont choisi à la fois la plus connue et celle qui dénotait pas. Je pense que les Children of the Grave, en effet, c'est un peu un concept. Mais eux, tu vois comment ils la jouent, à base de God Bless You All, Clap Your Hands, etc. Ils sont pas du tout dans une quelconque revendication autre que dérouler leur concert devant un public massif et devant 2 milliards de spectateurs. Ce qu'on peut retenir aussi, au-delà du caractère anecdotique de la prestation de Black Sabbath, qui effectivement a pas autant marqué les mémoires que la performance de Queen ou celle même de Led Zeppelin, mais pour d'autres raisons sur lesquelles on va revenir, c'est que en fait, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont joué avec le son qu'ils avaient avant 1980, c'est-à-dire que malgré tout, tu vois, je suis même pas sûr, je vais te dire, je suis même pas sûr qu'il y avait Jeff Nichols avec eux ce jour-là.
C'est-à-dire que ils ont joué littéralement sans clavier, Non, non. sans effet particulier. Ils avaient un son qui était relativement roots, tu vois. Donc c'est assez plaisant quand même de se dire que malgré les tenues pas possibles avec lesquelles ils jouent, les costumes délirants ils ont quand même encore le son des années 70 est encore là. Et ça, je pense que ça a dû peut-être les booster, quoi. Ils ont dû se dire, bah on est de retour, quoi. Même si bon, on va voir que ça va pas durer. On peut aussi constater que Ozzy Osbourne, il est assez bouffi. Hein. C'était le cas à cette époque-là. Donc, je voulais noter la phrase que lui dira un petit peu plus tard concernant son état physique. Il dira qu'il ne peut pas supporter regarder ce concert parce qu'il ressemble à Mama Cass on a gay weekend. Mama Cass on a weekend at a gay party. Donc, Mama Cass qui était la chanteuse des Mamas and the Papas et l'une des rares artistes des 70s qui était vraiment obèse et donc qui ressemblait en gros à une femme grosse à un week-end entre gays. Voilà, donc la classe des années 80. Donc voilà, et donc il est forcément un peu en décalage par rapport aux autres, mais ce qui donc va complètement couper l'idée d'une reformation, c'est aussi ce qui va se passer derrière, c'est que Mick Wall et Ozzy vont se retrouver au bar et pas mal picoler et discuter, et Ozzy va à ce moment-là avoir une remontée de cette fameuse assignation qu'il a fait Don Arden, et il va se remonter la tête sur ils m'ont viré en 79, ces mecs-là, ils n'ont jamais été corrects. Je suis une star avec mon groupe. Parce que en fait, il faut savoir que s'il écrivait ses mémoires, c'est parce qu'il avait dans l'idée qu'à 40 ans, c'était pas sérieux d'être chanteur de métal, et donc il allait sûrement arrêter. Et il avait déjà en prévision sa fin de carrière, ce qui est assez drôle quand on voit la suite, mais c'était la mode à cette époque. Ouais. Et du coup, la question de la reformation Sabbath, elle urgeait pour lui. Ouais. Parce que c'était soit maintenant, soit jamais. Ouais. Et donc, il dit, ils m'ont viré comme un malpropre, ils vont se faire voir, c'est hors de question. Et donc, il referme complètement la porte à cause de l'assignation de Don Arden principalement, qui du coup aura réussi son coup, hein, qui aura réussi à empêcher une reformation de Black Sabbath. Mick Wall le relate assez bien. Et on sait aussi que Ozzy devait d'abord partir directement pour New York et qu'il est finalement revenu sur cet avis pour rester un petit peu à regarder les concerts des autres, et notamment Led Zeppelin. Donc il est resté bord scène pour le concert de Led Zeppelin, dont on peut parler un petit peu si tu le souhaites, ce fameux concert de Led Zeppelin. Ouais, donc alors effectivement, on va parler du fameux concert de Led Zeppelin parce que ce concert, il est resté dans les mémoires parce que il est absolument catastrophique. Non, ce qu'on peut dire sur le concert de Led Zeppelin déjà avant toute chose, c'est que à la base, le concert de Led Zeppelin est inclus dans un moment Phil Collins. Puisque Phil Collins donc est une des grosses vedettes qui dirige un peu toutes les opérations, étant donné que il a fait partie des gens qui ont enregistré le morceau Do They Know It's Christmas Time. Il joue la batterie notamment dessus. Je crois, il me semble qu'il joue aussi sur We Are the World. Enfin bon, à ce moment-là, Phil Collins, c'est vraiment une extrêmement grosse vedette. C'est vraiment une des stars des années 80. On parle d'une vedette qui, à la fois, a sa carrière solo et continue en même temps sa carrière avec Genesis. Donc, c'est-à-dire qu'il alterne entre un album solo sous son nom où il fait des tubes radio et Genesis qui continue sa carrière et qui continue d'ailleurs aussi de faire des tubes. Donc, c'est un type qui joue sur tous les tableaux et qui est un peu multicasquette. Et alors, Phil Collins, il va être multicasquette au point où il va jouer le jour même à Londres au concert londonien du Live Aid. Ensuite, il y a un hélicoptère qui est venu le chercher à Wembley, qui l'a emmené à Heathrow et qui lui a fait prendre le Concorde pour aller à Philadelphie pour pouvoir participer le même jour au concert du Live Aid à Philadelphie. Donc on est sur c'est le côté pharaonique de cet événement, il est là aussi quoi. C'est-à-dire qu'on a une débauche de moyens technologiques qui sont mis en place au point même que un artiste va aller prendre le Concorde pour pouvoir assister aux deux événements dans la même journée. Alors, petite anecdote aussi sur le passage de Phil Collins dans le Concorde, c'est que dans le Concorde, il rencontre Cher, la chanteuse, qui n'était même pas au courant que le Live Aid avait lieu, et du coup, il papote avec elle, et il lui dit « Mais si, viens quand même, ça va être cool et tout machin », et ce qui fait qu'il ramène Cher avec lui, et Cher, finalement, finira la journée sur scène au Live Aid pour chanter le tube du Do They Know It's Christmas Time avec eux, sachant que dans quelques heures avant, elle était même pas au courant que l'événement avait lieu. Je trouve ça absolument incroyable.
En fait, voilà, Phil Collins jouait en fin de journée. Alors, il me semble, je sais plus combien de titres il joue, mais il joue des titres de son répertoire en solo. Et à un moment, il prend le micro et il dit, bah, je vais vous présenter mes amis qui sont venus me rejoindre. Et mes amis, bah, c'est Robert Plant, John Paul Jones et Jimmy Page. Sachant évidemment que Led Zeppelin, hein, on peut y revenir, mais bon, Led Zeppelin s'était séparé en 1980 suite à la mort de John Bonham. On en a parlé dans l'épisode sur Evan and Hell. Donc en fait, le groupe n'existait plus. Et là, c'était comme Black Sabbath, quoi. C'est-à-dire il y avait la dimension improbable de voir cette reformation avoir lieu ce jour-là pour un concert caritatif. C'était vraiment un événement exceptionnel. Et moi, ce que je trouve rigolo, c'est que là encore, quand tu regardes les images de l'époque, le groupe n'est pas présenté sous le nom Led Zeppelin, il est présenté sous le nom Robert Plant, Jimmy Page et John Paul Jones featuring Phil Collins. Donc c'est très et d'ailleurs quand il montre le dernier album en date sorti par ce groupe, il montre le dernier album de Phil Collins. Je trouve ça incroyable. Et donc, à noter que le concert est catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, ils jouent 3 titres de leur côté, Rock'n'Roll, Wall Lotta Love et Starway to Heaven. Et déjà, Robert Plant chante faux. Ça, c'est la première chose. Et pire peut-être encore, c'est que Jimmy Page est complètement désaccordé. Donc après, derrière, bon, ils vont tout remettre sur la tronche de Phil Collins, hein, qui va prendre extrêmement cher, ainsi que les rodis pour la guitare désaccordée. Mais il y a qu'à les voir sur scène. Ils sont d'une suffisance et d'un je m'en foutisme qui est terrifiant. Je pense que pour le coup, ils ont pas répété. Enfin, c'est catastrophique, quoi. Le concert est Ils ont pas répété, oui. Pas d'autres mots. Ils ont pas répété. Alors, il y a aussi autre chose à dire, c'est que donc Phil Collins a remplacé en fait John Bonham, mais il n'était pas seul, c'est-à-dire qu'il y avait deux batteurs. Il y avait deux batteurs, puisqu'il me semble qu'il y avait son batteur de tournée qui jouait avec lui, et le bassiste de Robert Plant qui remplaçait John Paul Jones sur Stairway to Heaven, parce que donc sur Stairway to Heaven, John Paul Jones joue du clavier, et donc il était suppléé à la basse par le bassiste du groupe solo de Robert Plant. Donc ils ont joué littéralement à 5 avec deux batteurs, et alors apparemment, donc non seulement ils ont pas répété, mais en plus les deux batteurs n'avaient pas répété en même temps, donc ce qui fait qu'ils étaient pas totalement carrés. Et bon, les deux sont des grands batteurs, il y a pas de problème, mais quand tu les vois jouer ensemble, tu sens qu'ils sont complètement largués. Enfin, je veux dire, faire des concerts à deux batteries, ça se prépare. C'est quelque chose qui est pas si simple que ça, quoi. Si les mecs ont pas répété, c'est une bouillie sonore pas possible. Donc non, c'est un enfer. Moi, j'ai réécouté leur concert hier, parce qu'il est disponible, hein. Je l'ai réécouté en préparant l'émission. Au début, je me suis dit, non, ça va aller, c'est juste, ça peut pas être pire que ce qu'on a vu ailleurs. Et en fait, non, c'est vraiment, c'est pas bien, quoi. C'est littéralement pas bien. Et c'est pas bien au point qu'évidemment, Led Zeppelin demandera expressément à ce que le concert n'apparaisse pas sur le DVD. Donc, il n'y a pas un seul morceau sur le DVD de Live Aid, des 3 titres qui ont été joués par Led Zepp. Et ça rappelle le fait que il y a eu la même chose pour la performance de Robert Plant au tribute de Freddie Mercury, donc à Wembley, quelques années plus tard, qui fut aussi désastreuse et retirée du DVD à la demande du groupe également, à la demande de Robert Plant. On va passer à quelques petites anecdotes qui nous plaisent un peu en rapport avec le métal ou avec Sabbath, plus ou moins loin, ou Judas Priest, qui a toujours un rapport avec Sabbath, évidemment. D'abord, petit quiz, Gabriel. À Philadelphie, il y avait, au Live Aid, pardon, il y avait 4 groupes affiliés au Black Country qui ont joué, donc Sabbath, Led Zepp, Judas Priest, et un 4e, sauras-tu le trouver? Le 4e, non, là, je l'ai pas en tête. Eh ben, c'est Duran Duran, qui est évidemment... Ah oui, Duran Duran, oui, effectivement. Birmingham. Alors, tiens, justement, ça fait penser Duran, pour le... Ouais, Duran. Non, on peut revenir 5 minutes sur quand même le passage de Judas Priest, parce que mine de rien, Judas Priest et Black Sabbath sont les 2 seuls groupes de heavy metal programmés sur ce festival. C'est-à-dire que, sur ce concert événement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun groupe de hard rock. Alors, on met de côté Led Zeppelin, parce que bon, Led Zeppelin jouait introduit par Phil Collins, donc on peut parler d'un Phil Collins project, hein, pour parler de Led Zeppelin. Mais les 2 seuls groupes vraiment de hard rock heavy metal, c'est Black Sabbath et Judas Priest. Et alors, j'ai pas eu trop d'informations sur le passage de Judas Priest. Est-ce que toi t'en as eu, parce que toi tu as lu en détail la biographie de Rob Halford dans laquelle il en parle, hein, tu m'as dit. Le concert de Judas Priest, mine de rien, quand tu le compares à celui de Black Sabbath et à celui même de Led Zeppelin, bon alors je pense que beaucoup de choses sont incomparables comparées au concert catastrophique de Led Zeppelin, mais le concert de Judas Priest, il est
très très bon. Il y a des problèmes de Larsen un peu à un moment, mais moi je trouve qu'ils atomisent complètement la concurrence. Rob Halford, il mange la scène littéralement. Les autres, ils sont très carrés. C'est la performance vraiment, elle est au millimètre. Et Rob Halford, vraiment, il est au sommet de sa gloire. En plus, il est extrêmement beau ce jour-là. Il a un costume de scène qui est vraiment très sexy. Il est très bien coiffé. Il a des belles lunettes. Moi, je le trouve incroyable lors de ce concert. Il joue Living After Midnight. Il joue Green Man Alichi et il joue You've Got Another Thing Coming. Bah, j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Déjà, ce concert a lieu alors qu'ils sont aux Bahamas avec Tom Allom pour enregistrer leur fameux double album Twin Turbos. Donc à ce moment-là, ce qui deviendra Turbo par la suite. Ils ont, d'ailleurs dans sa biographie, il a l'honnêteté de le dire, c'est que leur premier réflexe c'est de refuser en disant putain, on est aux Bahamas, il fait super beau, on va pas prendre un jet pour aller se pointer à Philadelphie, la flemme, avant de se rendre compte qu'on parle d'un événement planétaire, donc que il rate une opportunité dingue, que deux, il s'agit de charité et que c'est peut-être important aussi de pas être coupé du monde comme l'étaient beaucoup d'artistes richissimes et dans la drogue à ce moment-là. Donc ils font entre guillemets l'effort de venir. Voilà, ils font en effet, moi je suis d'accord avec toi, un super concert. Faut savoir que Rob Halford, lui, a kiffé sa journée de fou puisqu'elle commence par une rencontre avec Joan Baez et que Joan Baez lui demande de venir la rejoindre dans les loges parce qu'elle veut lui parler. Donc lui dit être un peu flippé en mode elle va m'engueuler pour ma reprise de Diamond and Rust qu'elle a pas aimé, c'est un peu une reine pour moi, etc. Et en fait non, elle lui dit texto de ce qu'il rapporte, c'est la version préférée de mon fils qui vous adore, et donc ça l'a complètement rendu chamallow, il a kiffé ça. En tant que gros fan de pop, il a adoré voir Madonna également, donc il dit moi je me suis régalé, j'ai regardé plein de concerts, etc. Il a été invité sur le final We Are the World, qu'il chante avec des dizaines d'autres de personnalités, donc ça aussi c'était un truc qui était assez fou pour lui. Donc grosse journée pour Rob Halford, et cette journée n'est pas finie puisqu'après le concert, tu parlais des dépenses pharaoniques, notamment du Concorde pour Phil Collins, notamment lors d'un événement caritatif. Ça a été le cas également avec l'After au Four Seasons, qui était une bacchanale en matière de bouffe, d'alcool et de drogue. Et Rob Halford a fini dans les toilettes du Four Seasons, avait fait une étreinte passionnée avec un dénommé Brad, un militaire de 20 ans avec qui il a une relation assez destructrice. Et pour ceux qui ont lu sa bio, s'en rappelleront assez vite que c'est quelqu'un qui l'a vraiment tiré vers le bas en matière d'alcool et lui était très amoureux d'un mec qui était plutôt volage. Et ça terminait par une tentative de suicide, puis une entrée en cure de désintoxication. Donc c'est le moment où Rob Halford, au moment du mixage de Turbo, a fait une TS, puis est rentré en cure de désintox. Et cette relation destructrice, qui venait au bout d'un processus, on va pas tout remettre sur le dos de Brad, a commencé dans les toilettes du Four Seasons le soir du Live Aid. Donc c'est une journée qu'il n'est pas prêt d'oublier. Ouais, alors donc effectivement ça fait partie des anecdotes qu'on vous a un peu déterrées parce que c'est pas forcément le genre d'anecdotes qui vont apparaître sur la page Wikipédia du Live Aid. Mais non, mais il y a d'autres anecdotes. Donc on a parlé de comment ça s'appelle de Cher rencontré par Phil Collins dans l'avion. Mais en fait, il y a des tonnes et des tonnes d'anecdotes sur cet événement. Je pense on va pas avoir suffisamment d'une émission pour toutes les citer, donc on vous laisse aller les découvrir par vous-même. Je sais pas si toi, il y en a que t'as envie de rajouter encore comme ça, in fine. Et peut-être juste, je peux dire que Queen éventuellement a fait un concert incroyable, mais je pense que tout le monde le connaît, où il est évidemment très visible également. Ils ont joué 6 titres, ils ont commencé par Bohemian Rhapsody, après il y a Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing, Cold Love, We Will Rock You, We Are the Champions, et c'est un concert phénoménal, notamment du groupe et de Freddie Mercury, qui de toute façon était le meilleur groupe live des années 80, je pense qu'il n'y a pas vraiment photo. Et il faut savoir que même si personne ne le savait, en 85, Freddie Mercury venait d'apprendre qu'il était malade du sida, donc je pense que ça avait une répercussion particulière pour lui. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi qu'on peut mettre en avant, mais je pense qu'on a fait le tour des anecdotes en rapport avec la musique énervée, et puis le reste, n'hésitez pas à découvrir de vous-même en allant. Je pense que le concert de Queen, c'est peut-être le moment que tout le monde a retenu, parce que tu vois, là récemment, il y a eu le film Bohemian Rhapsody, donc le biopic sur Queen et sur Freddie Mercury qui est sorti. Je crois qu'il me semble que c'est le moment qui a été reconstitué. Ils ont reconstitué le Live Aid pour l'épisode, mais ça a fait, ils ont fait toute la promo du film autour de ça. Donc je pense que c'est peut-être le concert de Queen qui a le plus marqué les mémoires dans leur carrière. Donc voilà, c'est pas rien. Alors il y a quelque chose quand même sur lequel il faut qu'on revienne maintenant, Mathieu, il me semble, c'est l'héritage controversé du Live Aid.
Et ça va nous permettre aussi d'aborder Mhm. en filigrane quelques autres apparitions médiatiques qui ont eu lieu lors de ce concert. Notamment, il y a eu le concert a quand même été introduit par le prince Charles et la princesse Diana. Le prince Charles étant désormais le nouveau roi d'Angleterre. Sur God Save the Queen. Sur God Save the Queen, avec une prestation de la fanfare des Coldstream Guards, donc qui est littéralement la garde républicaine, enfin l'équivalent britannique de la garde républicaine. Donc tu vois, il y a un côté quand même très politique de la chose qui a été mis en avant assez directement. Et en fait, ça fait partie, selon moi, des choses qui font que cet événement aujourd'hui, il est un peu problématique, quoi. Avant, en plus de parler du gros problème que tu mettras en avant, de la façon dont les fonds ont été redistribués, il faut en effet dire que c'est un pur produit des années 80, évidemment. Donc c'est la façon de faire la charité de blancs aisés de pays colonisateurs. Hein, c'est leur façon d'envisager leur action sur le monde à cette époque. Donc en effet, on oublie là-dedans le fait que ce soit les États-Unis, mais surtout l'Angleterre, c'était des pays colonisateurs de l'Afrique pendant des années, y compris évidemment la France, la Belgique et l'Italie et compagnie. Il y avait donc toutes ces idées, petits fours, champagne, mine de Concorde, etc. Un événement, voilà, comme on le disait pour Sabbath, mais c'est le cas pour beaucoup des musiciens, ils étaient là pour le côté fame plus qu'autre chose. Et on peut aussi noter évidemment que ce soit à Wembley ou à Philadelphie, il n'y a pas un seul artiste africain qui joue ou qui a été invité. Ça, je pense que ça n'a posé de question à personne. On peut d'ailleurs dire que l'événement a eu une suite qui est le Live 8 en 2005, qui avait dans l'idée de forcer les pays du G8 à mettre fin à la pauvreté dans le monde. L'idée, c'était que 2005 était la dernière année de la pauvreté dans le monde. LOL, mais c'était l'idée. Et il y a eu des artistes africains sous pression populaire, puisqu'entre-temps, il y a eu les réseaux sociaux. Et donc, quand les premières affiches sont tombées un peu partout, parce qu'il y avait des concerts en Italie, en Russie, en France et compagnie, et ils se sont tous étonnés qu'il n'y ait pas un seul artiste africain en 2005 d'invité, à part Youssou N'Dour, qui était le seul, et ils en ont invité d'autres un petit peu en urgence pour maquiller leur faute du départ. Donc, c'est vraiment la vision des années 80 de la charité, qui est une vision que moi, je partage pas. Néocolonial, voilà, on peut dire. On était plus là à décrire l'événement artistique. Voilà, néocolonial, complètement. Et cette vision néocoloniale va amener un autre problème que tu vas nous décrire, c'est la façon dont les fonds ont été utilisés. Les fonds, pour je rappelle, s'élèvent à 127 millions de dollars de bénéfices pour les concerts et autour, on estime, de 250 millions de dollars en cumulant les ventes de disques, t-shirts et compagnie à ce moment-là. Donc, c'est une grosse somme. 250 millions de dollars dans les années 80. Pour un pays comme l'Éthiopie, tu peux régler n'importe quel problème. Donc Disney a acheté la Fox pour 71 milliards de dollars et on considère que cette somme permettrait de régler la faim dans le monde. Que si cette somme, au lieu d'être mise sur la Fox, avait été mise correctement sur les problématiques de faim dans le monde, ce serait réglé avec ces 71 millions de dollars. Donc on peut penser que dans les années 80, parce que depuis il y a eu une inflation, 250 millions de dollars permettaient de régler le problème de la faim en Éthiopie immédiatement. Et ça n'a évidemment pas été le cas, et Gabriel va nous expliquer. Alors, juste avant de revenir sur ça, moi, il y avait quelques autres détails sur lesquels on n'est pas revenu que je voulais évoquer. C'est toute la communication autour du Live Aid. Moi, il y a des choses qui, 20 ans après, donc j'ai découvert l'existence de cet événement dans les années 2000 quand j'ai commencé à m'intéresser à la culture rock et à tout ce qui s'était passé dans les décennies précédentes, donc notamment en lisant la presse, en lisant Rock and Folk qui, je crois, en 2005 avait fait un dossier sur les 20 ans du Live Aid, et Rock and Folk d'ailleurs il tirait à boulet rouge sur le Live Aid, il disait c'est un événement absolument pathétique, etc. Machin. Et donc j'ai commencé à prendre conscience de ça, et c'est le moment en plus où il y a eu le Live 8. Donc et en fait ce qui m'a choqué déjà à l'époque, j'étais jeune, hein, j'étais encore adolescent, hein, j'étais même pas majeur, mais déjà à l'époque quand j'ai découvert l'existence de cet événement, il y a des choses qui m'avaient scandalisé, notamment l'affiche du Live Aid qui, alors bon, l'affiche, elle a été faite par un graphiste. Je crois que c'est le même graphiste qui a fait la pochette du single d'Udeno It's Christmas Time, sur laquelle tu vois des images de Noël un peu mignonnes, et tout en bas, tu vois deux enfants africains affamés. Bon, ce visuel, il est quand même très très cringe. Et en fait, ils ont refait la même chose pour l'affiche. C'est le même graphiste qui a fait l'affiche du Live Aid. Donc où tu vois des images un peu marrantes, et tout en bas, tu vois un petit enfant éthiopien de dos, tout nu. Et en fait, ils ont repris cette image ensuite pour le Live 8 20 ans plus tard. Ils ont repris la même image. Donc, je suis désolé, moi, cette image, elle me met extrêmement mal à l'aise parce que on parle quand même d'un enfant nu
dans une situation tu vois, de famine et tout, pour promouvoir un événement pop rock. Et D'agonie. bien sûr, il y a le côté caritatif, mais il y a un côté vraiment, comment dire, un peu, tu vois, complaisant, un peu complaisant envers la misère pour promouvoir un événement festif. Je trouve ça très gênant. Et ensuite, il y a aussi le logo du Live Aid, où tu vois une guitare qui a la forme de l'Afrique. Euh, Tu vois, enfin, quand on sait que l'événement ne regroupait aucun artiste africain, enfin, littéralement, c'est un événement de blancs qui veulent se donner bonne conscience, le Live Aid. Il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Euh, Surtout qu'en plus, c'est censé être pour l'Éthiopie, tu vois. Je veux dire, c'est censé être pour l'Éthiopie et on met en avant l'Afrique tout entière. Donc ça veut dire que du coup, tout le fric qui est récolté, il est censé aller aux Éthiopiens, mais on met ça on englobe, si tu veux, ça sous comment dire, l'image de l'Afrique tout entière. Il y a une espèce de confusion, tu vois, entre l'Éthiopie, l'Afrique, enfin, et c'est un côté néocolonial, mais moi, ça me met extrêmement mal à l'aise. Ça, tous ces visuels, toute cette communication, sachant que 20 ans après, quand ils ont fait le Live 8, ils ont repris le même logo avec l'Afrique qui se transforme en guitare et ils ont juste mélangé un 8 dans le manche de la guitare. Donc ils ont continué d'assumer ce côté extrêmement gênant dans la communication du Live Aid. Moi enfin ça va me permettre d'embrayer sur le côté problématique de la redistribution des fonds parce qu'en fait pour moi toute cette communication bancale et gênante, elle est symptomatique en fait des problèmes du Live Aid, c'est-à-dire d'un événement un peu complaisant, etc. fait par des gens qui en plus n'avaient visiblement rien compris à la géopolitique de l'Afrique dans les années 80. C'est-à-dire que quand ils ont récolté cet argent-là, quand ils ont récolté donc cette somme que tu as citée, s'est posé forcément la question de savoir comment on la redistribue. Et c'est ce crétin, il n'y a pas d'autre mot, de Bob Geldof, qu'est-ce qu'il est allé faire? Eh ben, il est allé voir Mengistu. Il est allé voir le dictateur éthiopien pour lui dire coucou, j'ai du fric à vous donner pour résoudre la famine chez vous. Et ça, bah, c'était la faute, le péché originel, parce que en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Mengistu? Il a pris l'argent, et où est parti cet argent? Eh ben encore aujourd'hui, on n'a pas de preuve absolue que ça ait eu lieu, mais il y a quand même de très forts soupçons que l'argent ait servi non pas à résoudre la famine et à distribuer des vivres, mais tout simplement à acheter des armes pour continuer sa guerre contre la rébellion du Tigré et contre le mouvement indépendantiste de l'Érythrée. Donc, en fait, la guerre, enfin la famine est due à la guerre et due à la gestion catastrophique du pays par Mengistu. On récolte de l'argent pour essayer de résoudre un peu les problèmes. Cet argent sert en fait à prolonger le supplice du peuple éthiopien. Et ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Médecins sans frontières à l'époque, quand ils ont vu l'événement se faire, ils se sont dit oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Où va partir cet argent? Donc Médecins sans frontières, ils ont écrit à Bob Geldof. Avant même l'organisation du festival, enfin du concert. Ils lui ont dit, Monsieur Geldof, qu'est-ce que vous comptez faire avec cet argent? À qui vous comptez le donner? Et Bob Geldof, il a dit, bah, je vais aller voir le président de l'Éthiopie, je vais aller voir Mengistu. Et on lui a dit, mais ne faites surtout pas ça. Surtout pas ça. Votre argent, vous allez jamais le revoir. Il va jamais être redistribué comme vous voulez. Et il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même. Et moi, je suis désolé, c'est un gros problème. C'est-à-dire que, en l'occurrence, ce sont des amateurs qui ont fait ça. Bob Geldof, c'est un amateur complet. Il a fait n'importe quoi. Alors je sais pas si toi t'as eu quelques infos complémentaires parce que on a quand même cherché un peu à savoir vraiment si on avait des preuves absolues que l'argent a été mal redistribué et encore aujourd'hui il y a débat, mais toujours est-il qu'il y a un spectre opaque pour savoir où est parti l'argent. Sans avoir de preuves absolues, parce qu'il n'y a pas eu, on va dire, de procès ou d'enquête, mais les réfugiés éthiopiens ou les anciens opposants politiques éthiopiens qui sont partis du pays ou même qui y vivent encore maintenant disent tous que cet argent est parti dans les poches de l'URSS et qu'ils ont acheté des Kalachnikov à l'URSS. Et qu'en fait, en pleine guerre froide, il faut savoir que les millions américains et anglais levés sont très probablement partis en grande partie dans les poches du bloc soviétique. Ce qui est presque cocasse quand on y pense. Donc, même s'il n'y a pas de preuves, il y a de nombreux témoignages d'Éthiopiens qui vont dans ce sens-là. Et il y a également des questionnements importants quant aux manœuvres en sous-main de la CIA au moment après du renversement de ce régime en 91, 94, j'ai un doute. Alors, c'est plus compliqué. Et que du coup, ça serait dû à ça aussi, quoi. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, le régime de Mengistu, il est viré du pouvoir à partir de 87.
on va dire, il y a des règlements de compte internes en Éthiopie qui font que le régime ne tombe pas immédiatement, en fait. C'est-à-dire en fait, si tu veux, la famine, ça a été le début de la fin. C'était vraiment le début de la fin pour le Derg, le régime de Mengistu. Oui. Il y a une espèce de transition politique, on va dire, qui dure entre 87 et 91. Et à partir de 91, il y a un nouveau régime qui se met en place, qui, spoiler, n'est pas plus démocratique, mais disons que c'était un petit peu moins opaque. Ça met 30 ans littéralement. Les choses évoluent très très lentement en ce moment en Éthiopie. Tu vois là, depuis quelques années, il y a un nouveau premier ministre là qui s'appelle Abiy Ahmed qui a été encensé. Il a eu le prix Nobel de la paix parce qu'il a fait la paix avec l'Érythrée, etc. N'empêche qu'il y a eu la guerre du Tigré il y a 2 ans et que on a recommencé à voir des choses qu'on voyait déjà dans les années 80, c'est-à-dire une situation de guerre civile entre des factions éthiopiennes rivales et le gouvernement qui gère ça de façon complètement opaque. Et il semblerait qu'en tout cas, au moment de ce renversement de gouvernement en 91, là, la CIA ont fait en sorte que le bloc soviétique n'ait plus du tout la main. Alors, c'était déjà fragilisé à ce moment-là, évidemment, de son côté, plus du tout la main sur ce genre de pays, et que, en tout cas, le nouveau régime, aussi dur soit-il, il soit plus en lien avec l'Occident, notamment les États-Unis. Bob Geldof, aujourd'hui, il est encore membre de l'Africa Progress Panel, présidé par Kofi Annan, donc il retrouve Tony Blair et pas mal d'autres grandes figures comme ça, donc occidentales, et c'est une association qui est une sorte de vigie en fait occidentale du monde africain, donc on reste sur cette vision quand même un peu néocolonialiste de l'aide humanitaire apportée en Afrique. Et Bob Geldof, sans revenir longuement sur la suite pour lui, ça a déjà tué sa carrière de musicien, puisque derrière ça, il était tellement reconnu pour ça, il s'est tellement investi là-dedans aussi qu'il a pas pu reprendre la musique de façon sérieuse. Il dit que c'est l'événement le plus difficile de sa vie, qu'il le regrette peut-être pas, mais que ça reste quelque chose de très douloureux pour lui, dont il a beaucoup souffert. Il a quand même perdu sa femme et l'une de ses filles, qui était devenue une présentatrice téléstar, d'overdose d'héroïne par la suite. Donc il a eu une vie qui n'a fait que devenir catastrophique. Voilà. Par contre, il a continué à avoir un engagement important pour l'Afrique, mais un engagement, encore une fois, de blanc qui comprend les choses comme il peut, quoi. Il y a un parallèle qu'on peut faire avec quelqu'un qu'on n'a pas cité encore pour le moment, c'est Bono. Parce que Bono a fait partie des personnalités les plus engagées aux côtés de Geldof sur l'événement. Bono, lui, il a pas eu de problème pour continuer sa carrière et pourtant il a joué un rôle un peu similaire, c'est-à-dire que il a passé les 30 années, même 40 années qui ont suivi à s'engager en faveur de causes humanitaires. Mais bon, Bono, moi c'est quelqu'un que je porte absolument pas dans mon cœur. Hein. Bono, c'est quelqu'un déjà que je n'aime pas d'un point de vue artistique, parce que U2 est un groupe qui me sort par les oreilles. Mais c'est même quelqu'un que je trouve assez antipathique d'un point de vue idéologique. Parce que tu vois, on est toujours dans ce côté, tu vois, de blanc richissime qui se donne une bonne conscience, tu vois, en allant en Afrique sans rien vraiment comprendre des problèmes de l'Afrique. Et Bono, par exemple, Bono, il a assez mal pris lui aussi les critiques envers le Live Aid quand on lui a dit, des journalistes lui ont dit, mais Monsieur Bono. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait quand même une grosse polémique sur la redistribution des fonds que vous avez récoltés en 85, etc. Et lui, il dit ouais, non mais de toute façon, ça c'est le problème de l'Afrique. Il y a de la corruption partout, on peut rien faire et tout. Donc il y a une espèce de tu vois de côté un peu condescendant vis-à-vis de l'Afrique que moi je trouve vraiment assez répugnant quoi. Mais bon après c'est une vision des choses. Hein. Je pense que peut-être que eux ils avaient vraiment l'impression de se bouger pour des gens qui souffraient. Donc mais voilà. En fait si tu veux j'ai pas de critique particulière envers le fait que ces gens-là aient voulu se bouger pour aider des gens qui mouraient de faim. Ça y a pas de problème. Je reconnais le côté altruiste caritatif. Moi ce qui me gêne c'est le côté je comprends rien à l'Afrique, donc je fonce tête baissée et je fais comme si j'étais encore un colon qui vient apporter le secours et le réconfort aux Africains, tu vois. C'est ça qui moi me gêne absolument encore, et qui me gênait déjà il y a 20 ans quand j'ai commencé à m'y intéresser et qui me gêne toujours aujourd'hui. Du coup, pour terminer cet épisode, il faut savoir qu'en 84, dans les camps de réfugiés, il y avait un mort de famine toutes les 20 minutes. Ce qui porte le nombre de morts entre 400 000 pour les estimations basses et plus d'1,2 million pour ce qui semble être un chiffre plus crédible. On estime que la moitié de ces morts sont dues aux violations des droits de l'homme et notamment au déplacement et aux inanités gouvernementales du pays. Donc c'est pas rien. Et je souhaite, pour finir, en fait, dire qu'à l'heure où les changements climatiques auxquels nous allons faire face vont déplacer des dizaines de millions d'êtres humains dans les prochaines années, notamment des Africains, à cause du mode de consommation occidental notamment,
à ce moment où les extrêmes dans nos pays ont tendance à regarder leur nombril nationaliste sans comprendre le raz-de-marée migratoire qui nous attend. Je voudrais finir sur cette phrase de Bob Geldof qui, malgré tout ce qu'on a dit, reste d'actualité, une phrase de 85. Voir des gens mourir dans le besoin dans un monde de surplus n'est pas seulement intellectuellement absurde, mais aussi moralement abject. Voilà ce que je voulais dire. Et on va se retrouver très vite pour parler de Black Sabbath, de choses plus légères, avec Seven Star. Ça va être d'une légèreté abyssale, presque. Et voilà, n'oubliez pas, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que plus que des enfants de la mer ou de la tombe, nous sommes avant tout des enfants de Sabbath. I really like Black Sabbath. That was really cool. They have Ozzy Osbourne. They have a great guitar person. Sorry, I don't know your name. There's like some really good drum parts. Pretty awesome. Alors pour finir, on voulait rendre encore un petit hommage à Tina Turner qui nous a quittés donc hier 24 mai 2023. On enregistre cette émission le 25 mai, ce qui fait qu'on a appris sa mort littéralement hier. Et en fait, là, il fallait quand même lui rendre hommage. Puisque la performance de Tina Turner au Live Aid est considérée comme une des plus marquantes. Elle a fait un duo avec Mick Jagger. Alors petite anecdote rigolote, c'est que apparemment j'ai pas bien compris exactement ce qui s'est passé, mais donc apparemment il semblerait que Mick Jagger ait déchiré la robe de Tina Turner durant sa performance, ce qui fait qu'elle a fini littéralement le concert en caleçon sur scène. Donc ça déjà c'est pour la petite anecdote un peu croustillante, mais c'est surtout assez rigolo quand tu sais que Tina Turner, quand elle a commencé à s'affranchir de la tutelle de son mari, il me semble, donc elle était déjà une des influences des Rolling Stones lorsqu'ils ont commencé leur carrière, donc lorsqu'elle était en duo avec Ike Turner, son mari. Et ensuite, quand elle s'est émancipée de Ike Turner, un de ses tout premiers concerts en solo, c'était en première partie des Rolling Stones. Donc il y avait une espèce de boucle comme ça qui était bouclée. Et en fait, voilà, le fait de les voir jouer en duo lors du Live Aid en 85, c'est voilà une sorte de dialogue entre des artistes qui en fait se doivent mutuellement beaucoup. Donc c'est un moment assez émouvant et c'est un moment culte de l'histoire du rock des années 80. Donc voilà, étant donné que Tina Turner nous a quittés hier, on voulait lui rendre un petit hommage à cette occasion et voilà.